Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 24 de C'est marqué dans les BPF. Alors aujourd'hui on continue le chapitre 5, on s'était bien frictionné dessus avec Arnaud et on continue aujourd'hui. Arnaud, comment ça va ? Eh ben ça va toujours bien. Prêt à en découdre avec ce chapitre 5 Ouais, écoute, c'est bon, je me suis fait une raison sur la cohérence de la structure du chapitre, maintenant on va regarder le fond. Allez, je te propose de commencer direct avec 5.8. Yes. 5.8. Dans les opérations de production où cela se justifie, les rendements doivent être contrôlés et les bilans comparatifs effectués pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart supérieur aux limites acceptables. Ok. C'est marqué dans les BPF. Ouais, vous écoutez, pour les auditeurs, on se marre parce que du coup, dans l'épisode précédent, on se plaignait que c'était un peu le bordel dans ces généralités du chapitre 5. Mais alors là, du coup, on passe il faut stocker les trucs. Il faut stocker les trucs dans les bonnes conditions. Allez, à la fin de la prod, vous contrôlez les écarts de rendement. Tu diras le rapport. On a coupé l'épisode précédent au bon moment, hein, parce que franchement, du coup, ça passe presque crème. Grâce à nous, les BPF ont un sens. Alors du coup, ça pourrait avoir un sens parce qu'effectivement, là, on était un peu dans le stockage. Donc, si t'as pas des rendements, enfin, si tu t'assures pas de calculer tes rendements, etc., tu peux pas voir que tu as fait des erreurs dans ce que tu as balancé, dans ce que tu as réintégré dans les stocks. Voilà, peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont mis ici. Ouais. Mais tu sais qu'au final, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on doit contrôler les bilans comparatifs et les rendements ? C'est pas marqué. Pour moi, c'est vrai que c'est pas marqué pourquoi il faut le faire. Pour moi, c'est pour la contamination croisée. Ouais, bien sûr. La contamination croisée, la perte aussi, hein, peut-être de produits inexpliqués, les deux cas. Mais du coup, ce n'est pas expliqué pourquoi est-ce que les BPF demandent ça. Et du coup, ça pareil, manque de sens, quoi. Ouais, ça c'est totalement vrai. Et pareil, les supérieurs aux limites, enfin des écarts supérieurs aux limites acceptables. Ça, je pense que ça c'est intéressant aussi parce que là c'est aussi la légende des BPF où c'est on a pris 98-101 quoi. Ah bah oui. Attends, parce que moi j'ai une anecdote là-dessus. J'avais un site où ils avaient mis et je crois que c'était même déposé dans les dossiers réglementaires, je sais plus. Rendement 96%. Mais quoi comment ça à 96%, enfin, supérieur égal. Non mais 96 il y avait gros. 96, c'était même pas 96 plus ou moins machin ou supérieur ou égal, c'était 96%. Mais comment vous faites en fait pour être tout le temps à 96,00 ? C'est pas possible quoi. Et du coup ils avaient je pense pas qu'ils ouvraient une déviation à chaque lot, mais en vrai dans la réalité c'est presque ce qu'ils auraient dû faire quoi. Mais tu te rends compte le truc, tu tires une balle dans le pied pour une connerie des fois. Hein. Moi j'en avais vu un bon aussi, c'était pour la réconciliation, les réconciliations de la production de flacons. Spécification 98-101. Ah, tu dis bon, voilà. Très bien. Alors, du coup, quand vous avez 101, qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, quand on fait de la poudre, ok, avec l'humidité, etc., quand on fait des comprimés, enfin, pourquoi pas ? Mais des flacons, les flacons, tu peux les compter. Théoriquement, tu devrais toujours savoir où est chaque flacon, quoi. C'est pas possible d'en avoir. Voilà, tu peux pas en avoir plus. S'il y en a plus, c'est qu'il y en a qui viennent d'ailleurs, quoi. Il y en a qui viennent du lot précédent qui sont restés coincés dans la machine. Ah ouais, tiens, on n'a jamais pensé à ça. Ouais, non, bah c'est fou, hein. Ouais, comme tu dis, c'est la légende du 98-101, quoi.
Après, bon, ouais, c'est vrai que tu peux être beaucoup plus permissif avec des notices, tu sais, qui sont pesés au poids ou des machins comme ça, tu les prépayés, des trucs comme ça. ok. Où là, bon, bah, mais ça fait plein de problèmes après en fin de campagne. Quand tu arrives au tout dernier lot de ta campagne ou les derniers cartons du lot de notices ou d'étiquettes, où c'est là où réconciliation, oui, voilà. Il y a une bah, erreur, d'ailleurs, ok. C'est ça qui se passait d'ailleurs avec leur 101 là. C'est que quand ils avaient un problème, ils mettaient ce qu'ils avaient reçu était mauvais, et à la fin, ils espéraient que ça retombe juste sur la fin de campagne. Et si sur la fin de campagne, tu n'avais pas un réajustement ou une espèce de réconciliation sur l'ensemble de la campagne, là, c'était panique. Mais en général, ça tombait toujours bien. Ouais, donc en gros, ils croisaient les doigts. Voilà. Alors que du coup, il fallait juste compter que les esprits préparés. Ouais, non, c'est fou. Hein. C'est fou. Allez, 5.9. Des produits différents ne doivent pas faire l'objet d'opérations de fabrication simultanées ou consécutives dans le même local, à moins qu'il n'y ait aucun risque de mélange ou de contamination. Et ça, c'est pas si... Franchement, on pourrait croire que c'est bon, tout le monde fait comme ça. Et moi, des fois, je suis choqué, interpellé. Alors après, il y a des procédures en place pour gérer ce risque-là. Hein. Je dis pas que le risque n'est pas maîtrisé, mais je me rappelle d'un site de prod de comprimés où tu avais dans le même local différents. Alors je sais plus trop, mais c'était pas les mélangeurs qui étaient dans le même local, mais en gros c'était les containers qui envoyaient vers les presses. Ouais. Et t'avais plusieurs lots, et donc t'avais les différents containers qui étaient dans le même lot. Mais ils étaient même pas séparés par des cloisons, les box, quoi, en fait. Ouais, il y avait même pas un mur qui allait pas jusqu'au plafond. Il y avait même pas ça, quoi. Ouais, c'était mais bon, c'était après, un tracé au sol. Tu peux argumenter que là, du coup, quand tout le conteneur, c'est hermétique, etc. Enfin, ça dépend de leur connectique de conteneur, tout ça. Enfin, Oui, mais voilà, je comprends. Mais bon, voilà. Et puis, des zones de prod où tu commences le lot 2, alors que le lot 1 est en cours, mais parce que le lot 1, il est sur une étape plus loin et que tu n'utilises pas les mêmes équipements. Bon, ok, il y a des procédures qui gèrent ça, mais je suis toujours un peu mal à l'aise avec ces cas-là. Moi, mon préféré, c'est chaînage à risque. Genre, tu fais un comprimé qui est plus petit, enfin un comprimé qui est plus petit après un plus gros du même produit. Chaînage à risque, triple vide de ligne. Ouais. Je me demande s'il n'y avait pas un site où sur une ligne de conditionnement, ils commençaient à avoir fait le vide de ligne, en gros, de la partie primaire, et ils étaient déjà en train de mettre les nouveaux AC, alors que la partie secondaire était en train de faire le vide de ligne, quoi. Mais ça arrive souvent aussi avec les magasins avancés, tu sais, où c'est des trucs qui sont en bout de ligne, en fait, où c'est juste par manque de place et pour essayer d'accélérer la vitesse du truc. Ils avancent les AC du lot suivant dans les trucs de conditionnement, ils avancent les AC du lot suivant en bout de ligne, enfin en début de ligne. Et puis, du coup, en fait, ton vide de ligne, t'as une espèce de bande devant pour dire, là, ça concerne pas le vide de ligne. Ouais. C'est un peu bof, moi, je trouve. Ouais, après, c'est le manque de place, tu sais. Hein. Enfin, c'est... Oui, manque de place, il a bon dos. Hein. C'est aussi parce qu'on veut faire le vide de ligne plus vite. Ouais, c'est ça, c'est le fait de tirer les vitesses de changement versus la sécurité du mais c'est le bénéfice du risque évité. Combien ça te fait gagner, je sais pas, même 15 minutes ou une demi-heure de moins sur un changement de ligne, un changement de lot, versus le prix de tes rappels, même pas que les rappels, les rappels et les tris, parce qu'il y a eu une connerie. Quel est le gain, l'équilibre entre le gain des deux, quoi. Ça, c'est hyper difficile à évaluer parce que tant que tu te l'es pas pris, et puis même si tu te l'es pris il y a 10 ans, tu peux te dire maintenant on a mis des trucs en place, ça arrivera plus, quoi. Enfin... Ouais, mais tu peux le faire sur une année, à mon avis. Il y a des sites qui font des tris t'en fais tous les ans des tris. Donc tu prends ton bilan 2022 de tes tris. Alors peut-être que tu n'auras pas de rappel, mais au moins de tes tris et de tes devs, combien ça t'a coûté. Et tu étais capable d'évaluer combien ça te coûte de faire un vide de ligne 15 ou 30 minutes plus long, quoi. Je pense que tu es capable de faire cette évaluation sur une année.
Oui, ça c'est sûr que tu es capable. Et sachant que cette évaluation, en termes de coût de non-qualité, elle sera certainement en dessous de ce que c'est vraiment, quoi. Ouais, clairement. Allez, 5.10. À chaque étape de la production, les produits doivent être protégés des contaminations microbiennes et autres. Bon, ok. Ouais. Selon le Très produit que clair. tu fais, selon les analyses de risque, etc. Ouais. Bon, bah, effectivement, il faut faire ton max, quoi. C'est clair. Faut pas avoir la porte qui donne sur l'extérieur ouverte pour faire de l'air, quoi. Ouais, ou des eaux de pluie qui tombent dans la zone de prod, quoi. Histoire vraie. Ou attends, il y a prescription et le site en question a fermé, mais je dirais pas le nom du site. Une déviation qui était une grenouille. Ouais, je l'ai peut-être déjà raconté ce truc-là sur le podcast, je sais plus. Ils avaient trouvé une grenouille en zone de prod en classe B. En classe B? Ouais. Ah ouais. Je veux dire, ouais, bon, des animaux en prod, j'ai déjà vu, mais. non, mais c'était genre déviation critique, machin. Grenouille. Une grenouille. Ok. Les sas. Ouais. Non, c'était assez fou ce truc. Alors, 5.11. Lorsque des substances ou des produits secs sont utilisés, des précautions particulières doivent être prises en vue d'éviter la production et la dissémination de poussière. Ceci s'applique particulièrement à la manipulation des produits hautement actifs ou sensibilisants. Donc là, tu gères les pressions. Là, on te parle des pressions, des différentiels de pression. Et pas que. Les tapis, et puis même les opérateurs, par exemple, tu sais, les opérateurs qui manipulent deux presses, tu sais, ça c'est un grand truc quand même. Mais ça, bah tu vois, alors on parle de, il y a 2 ou 3 points là, on disait que ça doit être dans des locaux différents. Ouais, ok, mais ça sert à quoi que ce soit dans des locaux différents si c'est l'opérateur qui va d'une presse à l'autre pour, il devrait se changer à chaque fois, quoi. Bah t'as ça, après t'as aussi les petits collants, après il y a des mecs qui mettent des petits collants devant les salles, et j'ai vu un truc de malade, c'est un espèce de sas qui souffle un peu comme dans les films, tu sais, comme dans les sas de décontamination, où ça souffle plein d'air, et les mecs pour passer d'une presse à l'autre, ils devaient passer là-dedans. Ouais, bah ça ok, mais il y a plein de sites où tu passes pas là-dedans. Et ou même un site où ils faisaient des sirops, ils passaient d'une prod A à une prod B, le gars, c'était dans le sas d'à côté, mais il n'y avait pas de changement de quoi que ce soit, quoi. Après, il faudrait évaluer. Franchement, je me demande vraiment. Je sais pas s'il y a le risque. Voilà, c'est ça. Ça interpelle. Peut-être que là, c'est mon côté qualiticien qui prend peur sur des trucs où, en fait, il faut faire une évaluation du risque. Hein. Mais après, est-ce qu'elle est faite ? Est-ce qu'elle est faite sur ces sites ? C'est vrai que tu fais des validations de nettoyage très poussées, alors qu'au final, quand tu utilises, effectivement, tu ramènes probablement un peu de poussière à droite à gauche, quoi. Mais bon, franchement, après, j'en sais rien. Moi, je pense que en général, c'est quand même bien maîtrisé. Oui, parce qu'au final, il n'y a pas tant de contamination croisée que ça. Mais par contre, quand il y a une contamination croisée, bah forcément que c'est dur de trouver d'où ça vient. Ouais, mais après, tu vois, je pense que c'est vraiment, elles sont plus, par exemple sur les presses comprimées, elles sont plus sur les presses qui sont, les validations de nettoyage de presse qui sont pas au top. Et aussi là, on est vraiment soumis au biais de négativité, où on se souvient des quelques exemples qui nous ont marqués et qui ont certainement été corrigés, alors qu'il y a plein de sites où c'est top. Non, quoi. Oui, clairement, il y a plein de sites où c'est top. Non, mais du coup, tu te dis quand même qu'il y a quand même des sites qui arrivent à passer et qui passent leurs inspections dans ces conditions-là. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, au moment où il y a l'inspecteur qui vient, on tourne au ralenti, du coup il y a qu'une presse sur deux qui tourne, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça passe. Et même si on tourne au ralenti, il y a qu'une presse sur deux qui tourne, je pense que l'inspecteur, il est quand même pas débile et il doit bien se douter que les deux presses à des moments peuvent tourner en même temps. Et il peut poser la question, est-ce qu'il y a un ou deux opérateurs ? Enfin, tu vois. Mais ok, ça passe. Mais peut-être que derrière, il y a une analyse de risque qui montre que c'est ok. J'en sais rien. J'ai pas tous les éléments, quoi. Ouais.
Allez, on finit la page 36. 5.12. À tout moment de la production, tous les produits, les récipients contenant du vrac, le matériel le plus important et, le cas échéant, les produits utilisés, doivent être étiquetés ou identifiés par tout autre moyen en indiquant le nom du produit fabriqué, son dosage si nécessaire et le numéro de lot. S'il y a lieu, le stade de production doit également être mentionné. Ouais. C'était pas marqué ça dans le chapitre 1 déjà? Peut-être pas aussi précisément, hein, mais tout doit être étiqueté. Ouais, si on avait bloqué dessus, de se dire, attends, dès le chapitre 1, on est sur un truc aussi c'est possible détaillé. Que ça soit déjà marqué, ouais, je me souviens plus. Mais par contre, ça, c'est un truc qui est aussi assez intéressant, l'identification du matériel. Et c'est là où, en fait, tu as tout un grand jeu avec le vide de ligne et les ardoises de nettoyage. Ouais. Où tu sais, tu la prends, tu la colles dans un dossier, t'en remets une autre, tu sais, pour essayer d'avoir une espèce d'identification des statuts du matériel, etc. Et puis pareil, tu vois, le matériel le plus important, tu vois. Ça, c'est aussi super marrant, parce que tu sais, les pelles, les machins, tu sais, le petit matériel, quoi, ça, bon, bah, t'identifies un peu comme ça, quoi. Ça, c'est pas facile. Il y a des sites qui identifient tout, quoi. Mais vraiment. Ouais, bah. C'est pas en fait, en plus, c'est pas très difficile de tout identifier pour avoir fait pas mal de dossiers de l'eau, même avec la technique des ardoises de nettoyage où tu mets d'un lot sur l'autre, c'est vraiment simple, quoi. Mais c'est là où quand tu commences à changer ça, c'est un énorme. Enfin, au final, ça n'a pas l'air, mais juste ça, c'est les identifications de matériel, c'est un énorme chantier. Parce que c'est trop le bazar. Ces 5 lignes là, franchement, c'est une usine à gaz derrière. Ouais. Mais en même temps, enfin, c'est pas une usine à gaz parce que ça peut être une usine à gaz comme ça peut être fait, de manière pas si complexe. Par contre, ça reste quand même un truc, je pense, super important, quoi. L'étiquetage, l'identification, c'est quand même méga important, quoi. Ça, c'est vraiment la porte d'entrée de plein de questions d'audit. Genre, si ça, c'est pas bien fait, c'est sûr qu'on va se payer une question sur la validation de nettoyage, c'est sûr. Et ça, pour faire un peu d'audit, tu te balades un petit peu, tu vois un truc qui est pas identifié, tu fais c'est quoi ça? Et bim! Et alors là, du coup, c'est sûr, si le truc il est pas bien identifié, tu peux tirer la petite ficelle à l'infini, quoi, et c'est sûr que tu vas tomber sur quelque chose, quoi. Ouais. Donc ça, avant l'audit, ça c'est un bon truc, c'est vraiment passer pour voir si tout est bien identifié. C'est vraiment important, ça. Ouais, complètement. Mais normalement, ça doit être bien tout le temps, quoi. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup Arnaud. Je pense que c'était encore un bon épisode. Enfin, moi j'adore faire ces épisodes. Ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, là, depuis qu'on est rentré, j'ai l'impression que depuis qu'on est rentré dans le chapitre 5 production, on avance au ralenti parce que chaque point nous fait discuter pendant 5 minutes, quoi, tu sais. Mais ouais, carrément, c'est passionnant, quoi. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Et bien du coup, j'espère que vous avez appris quelque chose. Encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire un message si vous avez des suggestions, si vous avez des messages, si vous avez des questions. On sera ravis d'y répondre. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt.